un mot d'abord sur l'équilibre d'ensemble. Il me semble que la contrepartie de ce qu'on vient de dire sur la conjoncture, c'est que l'accent aujourd'hui doit être beaucoup plus mis sur les questions d'offres que sur les questions de pilotage de la demande. Les choses ne se passaient pas exactement comme ça, n'étaient pas exactement comme ça il y a 6 mois où l'incertitude était encore beaucoup plus forte. Mais aujourd'hui, la question, c'est la capacité, effectivement, d'utiliser cette expansion, cette bonne conjoncture pour conduire un certain nombre de réformes et pour être capable de soutenir une croissance durablement. Je rappelle que lorsqu'on interroge les entreprises aujourd'hui, le premier obstacle, ça reste l'incertitude économique, mais je pense que ça va se dissiper assez vite. Le deuxième obstacle à l'embauche, c'est la difficulté d'embaucher, c'est les contraintes sur les qualifications. Et ça, c'est massif pour les entreprises qui sont en croissance. Donc ces questions d'offres deviennent centrales dans ce genre de contexte. Alors, on a déjà commencé à en parler sur l'emploi. Sur l'emploi, je crois que le diagnostic reste fait, qu'on souffre d'un déséquilibre très massif sur le marché du travail peu qualifié, avec donc une concentration du chômage sur les moins qualifiés, et un problème de stock qui est tous les gens qui sont sortis du marché du travail avec une faible qualification, ou les gens qui se sont éloignés du marché du travail du fait des années qu'on vient de passer, qui ont été des années extrêmement dures. Donc là, une priorité forte, c'est à la fois d'agir sur les flux, et ça, c'est les politiques éducatives, et à la fois d'agir sur le stock, et ça, ce sont des politiques de remise en emploi. Donc la mise de fonds de 14 milliards sur la formation, sur le plan de compétences, c'est quelque chose d'absolument considérable en taille. Hein. Je pense que c'est une prise de risque assez forte, puisque ce sont des publics difficiles, ce sont des publics dont on sait qu'il est difficile de les former, de les faire revenir dans la formation, alors que pour eux, souvent, la formation, c'est une expérience plutôt traumatisante. C'est quelque chose d'absolument essentiel du point de vue à la fois des ressources qui sont mises, mais aussi de la capacité par là de réduire structurellement le chômage. On pense que, enfin, ce que j'ai mis écrit dans le plan d'investissement, c'est que l'ordre de grandeur de l'effet qu'on peut en attendre, c'est un point de chômage structurel. Ce qui est considérable et ce qui fait que finalement ce ne serait pas si cher si durablement on réduit d'un point de chômage structurel avec une mesure de ce type. Mais il y a des conditions tout à fait lourdes pour qu'on y parvienne en termes de qualité du système de formation, et ça renvoie à la réforme de la formation professionnelle dont parlait Stéphane, c'est-à-dire qu'il faut que cette mise de fonds soit l'occasion de faire levier pour améliorer qualitativement la formation professionnelle. Et l'améliorer, c'est déjà donner de l'information, c'est déjà que dans un marché qui est un marché complètement opaque, un marché d'insiders, les gens puissent s'y retrouver et puissent avoir le choix, qu'on crée des possibilités de choix, ce qui n'exclut évidemment pas l'accompagnement. Sur les sujets, deuxièmement, de compétitivité. Je crois que le sujet de compétitivité, c'est un des points sur lesquels on voit que l'économie française est toujours dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Il suffit de regarder dans le tableau qu'on a dressé les chiffres du commerce extérieur, ce sont les chiffres qui ne sont pas satisfaisants. La réponse à ça, ça a beaucoup été des politiques de coûts. Ça va rester des politiques de coûts avec la bascule du CICE, avec la transformation du CICE en allègement de cotisations permanent concentré sur les bas salaires. Et je crois que parmi les économistes, parmi beaucoup d'économistes, il y a un accord pour dire que c'est ça qu'il faut faire pour l'emploi. Mais ça doit être des politiques de compétences. Et là encore, ça renvoie à la réforme de la formation professionnelle. C'est très frappant de voir que sur les indicateurs internationaux, nous sommes derrière la Pologne. À la fois en stock, en termes de formation des actifs, de niveau de formation des actifs, et à la fois en flux, en termes de sortie du système scolaire, avec ou sans qualification. Troisième chantier, c'est le chantier de la dépense publique. Probablement un des plus difficiles, parce que la question de la méthode de ce point de vue-là est cruciale. Il n'y a pas de méthode sur étagère. C'est à chaque fois, dans chaque contexte institutionnel, qu'il faut voir comment on s'attaque au problème d'inefficacité de la dépense publique dans un contexte de préférence pour la socialisation d'un certain nombre de fonctions qui ne changera pas, qui est une caractéristique qui nous différencie d'un certain nombre d'autres pays.
Et donc là, c'est un chantier très lourd donc qui démarre, comme vient de le dire Jean-Hervé. Je voudrais faire un point pour finir sur l'articulation du macroéconomique et du structurel dans le contexte particulier dans lequel on est. Je crois qu'il y a un choix qui a été fait, qui est un choix pour pouvoir permettre de mettre en avant des réformes de la zone euro dont on va parler tout à l'heure. Le choix de passer sous le 3% a été un choix extrêmement structurant. Le deuxième choix qui est fait, c'est de dire, à partir du moment où il y a un certain nombre de mesures qui sont destinées à avoir des effets de moyen terme, je pense à toutes les mesures sur la fiscalité du capital, ces mesures doivent être prises tout de suite, puisqu'elles n'ont pas d'effet immédiat, elles n'ont des effets qu'à moyen terme. Si vous mettez ces deux choix ensemble, ça a deux conséquences. Le premier, c'est un budget 2018 qui est neutre d'un point de vue macroéconomique avec les indicateurs usuels, ceux qu'utilise la Commission européenne, mais qui en fait a un biais de composition qui le rend plutôt restrictif, puisque les mesures d'offres n'ont pas d'effet immédiat sur l'investissement. Elles ont effectivement, elles ont des effets sur les recettes, mais pas immédiatement des effets sur l'investissement. Donc il y a un biais plutôt restrictif à court terme. Le deuxième, c'est que, évidemment, compte tenu de l'équation budgétaire qui demande de rester sous le seuil de 3%, ça conduit à déplacer dans le temps un certain nombre de mesures qui, elles, avaient un effet distributif. Je pense par exemple au fait que les emplois francs ont été retardés, je pense à la manière dont est allée la bascule de CSG, etc. Et donc ça donne un biais aussi en termes distributifs au budget, qui est particulièrement marqué pour le budget 2018. Donc je pense que ce choix est rationnel d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut faire ce qui a été annoncé, il est rationnel de faire comme ça. Et le fait de prendre, de se fixer la contrainte des 3% est la condition pour effectivement porter un certain nombre de réformes en Europe. Mais ça a des conséquences lourdes.